En général, personnellement, quand je prépare une partie de jeu de rôle, un des trucs qui m'intéresse le plus à préparer, c'est son univers. J'ai tendance à vouloir faire jouer des parties de jeu de rôle bac à sable. Et la plupart du temps, en quoi ça va consister? Ça va consister à avoir une carte qui va être un appui important pour moi, une carte dans laquelle les joueurs, avec leurs personnages, vont pouvoir se déplacer et explorer, rencontrer des factions, rencontrer des trucs et interagir avec. Et la plupart du temps, mon approche quand je fais ça, c'est une approche, on va dire, un petit peu de créateur d'univers, de world building, si vous voulez. Et donc, généralement, ce que je fais, c'est que je pense à une chronologie qui n'a pas besoin d'être très très compliquée, à une géographie qui n'a pas besoin d'être très très compliquée non plus. Je pense à placer des éléments dans un contexte pour que les joueurs puissent interagir avec, en général pour faire de l'aventure. La plupart du temps, c'est pas toujours le cas. Et on va dire que c'est mon 80% de jeu de rôle, quoi. C'est le truc que j'aime préparer et faire jouer. Et souvent, quand je prépare ce genre de truc, je sais que mes joueurs vont faire face à des conflits, parce que les conflits produisent de l'histoire, et vont faire face à des problèmes, parce que les problèmes conduisent à du jeu. Et pour pouvoir gérer ces conflits et gérer ces problèmes, une chose à laquelle je suis assez attaché généralement, et à laquelle on donne beaucoup de valeur, c'est la cohérence. La cohérence de cet univers, de comment il doit fonctionner, presque à un niveau, j'ai envie de dire, historique, scientifique, presque sociologique d'une certaine façon. Jamais sans aller, bien sûr, au fond de la réflexion totalement, parce que pour être maître du jeu, ou même pour préparer un univers, pour écrire un bouquin et tout, vous n'avez certainement pas besoin d'être expert en sciences, en histoire ou que sais-je. Mais en tant que personne, peut-être que vous reconnaissez là-dedans, qui aimait bien un peu créer un univers, etc., il y a vraiment une école un peu comme ça, par la cohérence, parce que cette cohérence de l'univers et des factions, de leur histoire, etc., on l'aime bien, surtout en jeu de rôle, parce qu'en jeu de rôle, on se dit que nos joueurs ont une infinité de possibilités et de choix à faire. Ils ont une infinité tactique, c'est-à-dire qu'en face de chaque problème, en face de chaque situation, ils vont pouvoir se servir de tous les éléments à leur disposition pour essayer de résoudre le problème. Et donc on aimerait bien qu'il y ait une logique, peut-être, dans cette manière de manipuler l'environnement. Quand on va essayer de retourner des factions les unes contre les autres, etc., on aimerait bien qu'il y ait des relations aussi peut-être très logiques, que tout ça soit très cohérent, pour nous permettre en fait d'interagir plus facilement avec l'univers. Et pour ceux qui, comme moi, dans la plupart de leurs campagnes, ont à cœur de proposer un monde assez large, pouvoir faire pas mal de choses dedans, ça peut être vraiment un défi de tout justifier. Alors pourquoi on essaie de tout justifier? Parce que déjà, la verisimilitude, en fait, va généralement permettre aux joueurs de base déjà de s'ancrer dans l'univers. Ça leur donne des références, etc., etc. Ils comprennent un peu l'univers et donc ils peuvent rapidement interagir avec sans trop se poser de questions. Aussi, le fait qu'il y ait des codes, des logiques sociales, physiques, etc., etc., ça permet d'avoir des leviers, en fait, pour réussir à faire des choses. Si, quand je tire avec un pistolet, je dis n'importe quoi, sur quelqu'un, ça ne le tue pas, je peux me sentir un petit peu floué au moment où j'ai fait un plan pour assassiner le chef de la faction adverse, de le coincer dans une rue et de lui mettre une balle dans le dos pour l'abattre une bonne fois pour toutes. Si on me dit, non, en fait, ça marche pas, je peux être un petit peu frustré. Donc, ce côté cartésien, je comprends ce qui se passe autour de moi, est quand même assez utile dans la résolution de problèmes. On va pas se le cacher. Et un autre truc aussi, c'est que ça nous permet plus vite de jouer, d'interpréter. C'est-à-dire que si on prend par exemple un monde de fantasy, beaucoup de gens jouent à Donjons et Dragons, etc. Si on part sur ça, si on parle de fantasy, quand je crée un personnage et je me dis c'est un nain, c'est un machin, c'est un truc, j'ai des attendus, j'ai un bagage un peu de fiction, etc. que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, j'ai vu Warcraft, j'ai vu machin, j'ai vu bidule truc. Il y a des nains dedans, et je me dis, je vais jouer un nain, je vais pouvoir jouer l'archétype du nain, etc., etc. En partant de ça, je vais être un peu plus confortable. Donc voilà, ça c'était l'introduction. C'était pour parler de ce que je fais en général et de ce que beaucoup de gens font en général. Et de ce qui a produit, je pense aussi, beaucoup de méthodologie. C'est-à-dire que pour créer des univers un peu comme ça, où on cherche la cohérence, bac à sable, machin, on crée des factions, on crée des panthéons, des bidules et tout, il y a énormément de théories. Vous pouvez regarder des vidéos sur le world building pendant des heures et des heures sur YouTube, acheter des bouquins là-dessus, et il y a des méthodes, machin. Je crée un donjon, alors je peux pas mettre n'importe quel monstre dans mon donjon, il vaudrait mieux qu'il y ait une sorte d'écologie dans ce donjon, qu'on comprenne comment marche le donjon, il faudrait qu'il y ait un endroit pour aller faire pipi, un endroit pour manger, un endroit pour dormir dans ce donjon, parce que sinon comment ils font les habitants du donjon, n'est-ce pas? Et donc tout ça, c'est des trucs qu'on entend, c'est un mode d'approche du world building et du jeu de rôle, j'ai l'impression. On peut câbler son cerveau pour préparer comme ça. Et moi, mon cerveau, la plupart du temps, il est câblé comme ça. Mais, il y a un mais, une ambivalence. J'aime bien les jeux de gestion. J'aime bien l'histoire, la géopolitique, blabli, blablou. J'aime bien, comme j'aime bien ça, j'aime bien le mettre dans mon jeu de rôle. Mais il y a autre chose que j'aime bien. Il y a même beaucoup de choses que j'aime bien. Mais il y a un autre truc que j'adore et que j'aimerais bien voir plus souvent dans mes parties de jeu de rôle, c'est l'étrange.
l'onirique, le côté décalé un petit peu. J'aimerais mettre plus de poésie dans mon jeu de rôle, on va dire. Et c'est un peu un défi, pour moi en tout cas, mais peut-être pour d'autres, parce que justement, mon cerveau, je l'ai formaté à force de répétition à l'exercice du world building un peu dur. Et à chaque fois que j'essaie d'injecter de la poésie dans mon jeu, j'ai un réflexe qui vient me faire me dire « Ah non, tu peux pas jouer ça ». Donc déjà, qu'est-ce que j'appelle la poésie ? Je vais prendre des références, en général je parle du Seigneur des Anneaux, de Warhammer, de Dead Genesis, voilà, des trucs que les rôlistes connaissent bien. Et là, je vais vous parler de trucs que vous connaissez probablement aussi. Par exemple, en ce moment, il y a Love, Death, Robot qui passe sur Netflix, c'est la 4e saison, je crois. C'est un truc que j'aime bien. Et Love, Death, Robot, c'est des sortes de courts-métrages d'animation où à chaque fois, on a une micro-histoire qui s'auto-suffit un peu, mais qui des fois n'a même pas vraiment de fin satisfaisante, ou des fois, par exemple, il y a un épisode récemment, sans spoiler, qui dure 5 minutes et c'est juste un concert. C'est juste un concert. Il n'y a pas d'intrigue particulièrement. C'est juste un concert. Et dans Love, Death, Robot, à chaque fois dans ces petits shorts machins là, on a une emphase presque plus sur le style que sur le propos la plupart du temps. Alors des fois, il y a certains épisodes qui ont un peu plus de propos, qui ont un peu plus de fond, qu'on peut plus interroger aussi. Il y en a des plus ou moins explicites, il y en a des plus ou moins faits pour faire rigoler, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que leur point commun, c'est qu'ils mettent l'accent tous sur le style. C'est quelque chose de très visuel, l'animation. Il y a aussi un choix dans les musiques, dans les plans, etc. On n'est pas dans le même registre vraiment que le jeu de rôle. Et pourtant, un des trucs que moi je viens chercher en jeu de rôle, au-delà du moment social, c'est un moment que j'apprécie en général le soir, en semaine. C'est un moment où je vais discuter avec des gens, bon la plupart du temps à distance, mais tu recroises des gens, tu rediscutes avec eux, tu te marres et tout. Il y a un moment social. Au-delà du jeu aussi, j'aime bien le petit côté jeu, le petit côté hasard. Je suis pas un méga ludiste. En général, je joue à des jeux plutôt simples, mais j'aime bien ce petit côté boum boum, on bouge nos petits tokens, machin bidule. Au-delà de l'histoire que ça raconte même, je pense qu'un des trucs que je viens chercher dans le jeu de rôle, c'est des images dans ma tête, de la poésie, de la musique aussi. J'adore ce moment où il y a un joueur, il me décrit un truc vraiment cool, ou alors même en quelques mots. Moi, je suis pas Par exemple, un des trucs que je viens pas particulièrement chercher dans le jeu de rôle, pour le coup, à titre personnel, c'est cette forme de théâtralité, de spectacle. Je dis pas que je viens pas chercher une forme d'expression. J'aime bien voir l'autre qui met le doigt pile à un endroit où je me dis « Ah, c'est subtil, quoi. » Il m'a décrit un des sentiments de son personnage, son interprétation de la situation. Ça me touche, mais j'ai pas besoin qu'il me fasse des accents, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu de rôle, je viens chercher des images que je veux voir dans ma tête. Et il y a certaines fictions, visuellement très, très, très fortes, en particulier dans le cinéma, etc., etc. Et souvent, ce qui leur permet d'avoir quelque chose de très fort, c'est parce qu'elles sont là avant tout pour le style, l'émotion, que pour présenter, on va dire, un univers cohérent. Si je fais un court-métrage de 10 minutes dans lequel il va y avoir un monstre qui va apparaître et à la fin du court-métrage, on ne sait pas qui c'est le monstre, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait rien du tout de tout ça, il va y avoir beaucoup plus, on va dire, de liberté artistique pour le monstre que je vais mettre. Parce que si ce monstre, il doit se placer dans un univers, avoir une raison d'exister dans cet univers, etc., 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 je vais peut-être m'autoriser moins de folie. Je dis n'importe quoi. La maison qui vole dans là-haut, qui est portée par des ballons de baudruche, c'est quand même hautement improbable, hein, n'est-ce pas ? Mais c'est ultra stylé. C'est beau, on a envie, on est content que ça existe, quoi. Genre, si tout le monde essayait de faire un univers parfaitement justifié, logique, etc., etc., dans sa création, ça n'empêcherait pas d'avoir une proposition artistique de faire un truc cool. Mais ça limiterait vachement ce qu'on peut faire. Pour continuer sur les trucs un peu merveilleux que j'aimerais plus souvent voir dans mes parties de jeux de rôle, je pense à tout l'univers de Ghibli. Moi, je suis assez fan. Et on en parlait récemment avec des gens sur Discord, justement. On disait c'est l'effet Porco Rosso. J'adore que dans Porco Rosso, globalement, bon, il n'y a pas énormément de fantastique dans Porco Rosso, mais on a un pilote d'avion qui est un cochon. Et c'est pas questionné plus que ça. C'est pas questionné plus que ça peut avoir un sens. On peut se demander, nous, en tant que spectateurs, pourquoi c'est un cochon, le pilote. Mais les gens dans la fiction, dans l'univers, les personnages, ne cherchent pas particulièrement à savoir pourquoi Porco Rosso c'est un cochon. Et on n'a pas envie de le savoir, parce que avoir des questions en suspens, c'est aussi quelque chose de fort. On peut évoquer des choses par le vide, donner un style à un univers en n'expliquant pas des choses. Et je pense que si dans Porco Rosso, à un moment donné, on disait « Alors en fait, Porco Rosso, je sais pas, il s'est transformé en cochon parce que c'est de la magie, parce qu'il y a des dieux, parce que, en fait, au début du monde, il y avait le chaos et le machin. » Le gros classique bullshit D&D-esque, là. Ça marcherait pas du tout. Pareil, autre œuvre un peu décalée où c'est pas fantastique particulièrement, en tout cas là où j'en suis rendu. Je l'ai pas du tout fini, donc attention. C'est un jeu auquel je joue en ce moment, c'est Disco Elysium. Donc Disco Elysium, c'est une sorte de RPG dans lequel on est un flic qui a tout oublié dans un monde
étrange qui ressemble au nôtre, qui est familier, mais qui est pas pareil. Il n'y a pas tous les noms, les lieux, les pays, etc. ne sont pas les mêmes. Pourtant, on a un peu ce sentiment de, voilà, d'être dans les années 70, quoi. On retrouve bien sûr des conflits politiques assez familiers, mais ils ont des noms différents, les noms des partis sont différents et tout. Et genre, il y a vraiment un côté un peu onirique, un peu bizarre à ce monde, qui le rend super cool. Et ce feeling, ce mood, cette émotion, cette ambiance dans laquelle on l'apprécie, je pense, notamment parce que tout ne nous est pas expliqué. On n'est pas obligé d'approcher ces trucs-là avec un esprit cartésien, quoi. La petite dissonance qu'il peut y avoir, on va dire, en jeu de rôle sur table par rapport aux jeux vidéo et au cinéma, c'est qu'en jeu de rôle sur table, il y a cette infinité dont on parlait plus tôt, cette infinité d'approches. Et donc, en jeu de rôle sur table, par moment, on a envie de se dire, je veux savoir pourquoi ce monstre il est là, je veux savoir ses faiblesses, je veux savoir pourquoi cette faction existe, ses points faibles, je veux savoir comment c'est possible qu'il y ait une tour volante, parce que je pourrais peut-être construire ma propre tour volante, je dis n'importe quoi. Et on va se retrouver en fait face à plein de dilemmes que le média résout assez mal, à part avec de la méga exposition de la part du MJ, ou à part avec de la lecture interminable de tomes qui nous expliquent comment cet univers fonctionne, et qui risque à la fin finalement de casser le côté fantastique de cet univers, le côté, j'ai envie de dire, presque conte onirique de l'univers dans lequel on joue. Donc, on voit bien qu'il y a une ambivalence, il y a un truc un peu difficile à cerner, et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont plutôt portées vers un truc, d'autres plutôt vers un autre, et d'autres qui sont un peu en entre-deux, comme moi, et qui peuvent rencontrer cette sorte de difficulté, parfois, à accepter leurs idées les plus fantasques. Cette vidéo, je crois que c'est ça le sujet. On est, je sais pas à combien de minutes là dans la vidéo, mais c'est ça le sujet de la vidéo. Accepter ses idées les plus fantasques. Donc, moi, j'avais du mal à faire ça. J'ai du mal un peu de base à faire ça. Je me suis formaté à un autre exercice, l'exercice du world building dur. Je vais vous expliquer maintenant comment j'ai réussi à reformater un petit peu mon cerveau. Donc, de base, je regardais plein de vidéos sur le world building, le hard world building, le soft world building, etc., etc. Et les trucs du hard world building, on va dire, avaient tendance à plutôt toujours me convaincre, en fait. Et donc, au final, je me disais, non, le soft world building, c'est pas pour moi, j'aime bien regarder des films et tout, mais en jeu de rôle, ça ne marche pas. Une des raisons évidentes pour moi qui faisait que, en jeu de rôle, ça marche moins bien aussi, c'est que quand vous regardez un film, c'est l'auteur qui choisit, en fait, ce qu'il vous montre, et qui choisit ce que font les personnages, et en fait, il y a zéro interactivité. Et dans un jeu vidéo, c'est pareil, il y a de l'interactivité, mais l'auteur, il choisit exactement ce qu'il veut que vous sachiez et ce que vous ne sachiez pas. Donc, vous n'avez même pas, en tant que spectateur, quand vous regardez un film, vraiment le pouvoir de dire « et pourquoi, en fait ?» Et est-ce qu'on peut avoir l'explication ? Bah non, en fait, vous l'aurez pas. En jeu de rôle, c'est pas pareil. Encore une fois, si je veux aller dans une bibliothèque, faire des recherches et tout, qu'est-ce qui m'en empêche, à part le MJ qui me dit non, c'est pas possible, si cette bibliothèque existe, par exemple. Et là, on se retrouve dans une sorte d'endroit désagréable, on va dire, à gérer. Et donc voilà, cette idée de me dire, putain, si un de mes joueurs, il se demande pourquoi les loups-garous, ils sont dans la région, nanana, et qui veut remonter le truc, et nanana, la flemme, je mets pas mes loups-garous, vous voyez ? Et du coup, cette mécanique-là, de réflexion, de vouloir tout justifier, fait que potentiellement, mes univers pouvaient devenir un peu prévisibles, voire rigides. Alors, en réalité, je pense que pour les joueurs, c'est pas forcément le cas, parce que j'ai quand même mes propres petits twists à injecter dans mes univers, mes trucs qui donnent un peu de personnalité au machin. Je pense pas que je fasse vraiment des scénarios on tue des gobelins au niveau 1 pour ensuite faire enchaîner tous les clichés, etc. Mais en tout cas, pour moi, en tant que MJ, je commençais à trouver que mes campagnes se ressemblaient toutes. Donc en fait, presque, je changeais de joueur. Je changeais de joueur pour que pour eux, ce soit toujours frais, un peu. Mais moi, j'avais l'impression de toujours remettre le même style d'intrigue, etc. dans mes campagnes, parce que c'est celle que je maîtrise, que je comprends, en fait. Et donc, je me limitais dans le genre d'univers que je voulais faire. Il me fallait donc un exercice pour casser ça, puisque les vidéos suffisaient pas et que je retombais tout le temps dans ce pattern, il me fallait une sorte d'exercice. Et je l'ai pas fait vraiment volontairement, cet exercice. C'est ça qui est rigolo. Parce qu'en fait, j'ai joué plusieurs campagnes récemment en jouant une campagne Gonzo. Donc Gonzo, c'est pas vrai, c'est un peu particulier. C'est pas vraiment ce dont je parle depuis le début de la vidéo. Un univers Gonzo, c'est un jeu, on va dire, enfin, c'est un univers de fiction ou de jeu de rôle où tout peut être un peu exagéré. C'est un peu irrévérencieux, genre, c'est le chaos, quoi. Tout est absurde. Et en fait, j'avais assez peu fait de jeux Gonzo, donc je me suis dit, je vais faire du jeu Gonzo pour ma campagne de Realms of Peril. Et donc j'ai commencé à foutre des chèvres cyclopes qui tirent des lasers avec leurs yeux, un vautour qui insulte les gens. J'ai mis plein de trucs, tout et n'importe quoi un peu dans l'univers de la campagne. Et j'ai dit aux joueurs, allez-y, explorez, faites ce que vous voulez dedans et tout. Et donc on s'est bien marré. Ça, le Gonzo, je faisais pas d'habitude. J'avais un peu ce truc de vouloir faire des trucs sérieux. C'était fun pour le jeu. En plus, on était en table ouverte, donc vraiment mettre tous ces trucs débiles
et voir ce que plus d'une dizaine de personnes font pour les manipuler dans différentes parties et tout. Je trouvais ça très très drôle. Donc on va dire en termes de sociabilité et de trucs ludiques, c'était cool. Mais en fait, ce qui m'a le plus étonné dans ce machin, c'est la capacité de la majorité des gens à accepter le gonzo. En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, je me disais que très vite, tout le monde allait interroger pourquoi il y a des chèvres cyclopes, pourquoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'en leur mettant plein de trucs, n'importe quoi absurdes, on finit par inhiber le cerveau cartésien presque. On le... Ils ne réfléchissent plus comme ça, ils acceptent qu'il y ait plein de choses étranges et ils jouent juste avec. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça les gêne pas plus que ça, quoi. Genre, pour jouer, le fait qu'on se dise, vas-y, on fout plein de trucs et tout, on s'amuse avec, c'est accepté facilement. Un peu moins facilement par certains, il y en a qui sont un peu cartésiens, qui disent, attends, mais la dernière fois, t'avais pas dit que, nanana. Genre, qui vont aller chercher une sorte de forme de cohérence. Et en fait, j'avais mis tellement de bordel dans le truc que je finissais par leur dire, c'est pas ce qui est important. En fait, on sait pas la raison. On sait pas la raison. Tu veux chercher la raison ? Ok, pourquoi pas. On va commencer à réfléchir à la raison. Et en fait, j'ai inversé, on va dire, la charrue et les bœufs. De manière beaucoup plus accentuée que d'habitude. Dans toutes les campagnes jeux de rôle, il m'est arrivé d'insérer des petites vignettes, des petits trucs où il se passe des trucs bizarres et j'ai pas forcément encore l'explication et je trouve l'explication a posteriori. J'avais tendance à le faire pas beaucoup. Là, j'ai fait l'inverse. Genre, il y a quelques trucs qui étaient préétablis et tout le reste, j'ai dit, ok, on met des Lego, des Playmobil, boum boum, des jouets McDonald's. On joue avec, et s'il y en a un peu qui essaie de faire l'esprit cartésien et d'expliquer pourquoi il y a tous ces trucs, à la limite, on cherchera une sorte de raison intradiégétique, pas forcément logique, une sorte de raison, voilà, parce que ça lui fait plaisir. Mais j'étais surtout étonné de la proportion des joueurs, en fait, qui ont juste accepté l'étrange, direct. Et en fait, ça m'a vachement rassuré sur le fait de faire un truc un peu plus sérieux, pas forcément gonzo, mais avec plus d'étranges et moins d'histoire passée, d'explications de pourquoi ceci est là et tout et tout. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à ça et j'ai lancé une autre partie de jeu de rôle où là, un délire complètement différent, pas gonzo, où on est dans une sorte de monde justement un peu inspiré de Disco Elysium, c'est-à-dire un peu dans les années 70 mais étrange, avec un peu de cyberpunk, un peu de steampunk, des enfants qui conduisent des voitures, enfin un truc un peu comme ça onirique, un peu décalé. J'ai commencé à jouer à ça avec des gens et c'est pas gonzo pour le coup. Il y a pas des aliens qui apparaissent, boum, t'ouvres une porte et il y a un aspirateur qui t'attaque, tu vois. Il y a plus de cohérence que dans mon truc gonzo, mais il y a quand même beaucoup d'étranges et de trucs, bon, j'ai pas, pendant 250 ans, réfléchi à pourquoi ceci est là, etc., etc., et ça marche. Ça marche, et on a des scènes super cool. Genre des scènes où, que j'ai adoré voir dans ma tête, en fait, pendant la partie, où les enfants, à un moment donné, ils trouvent un garage, ils prennent des motos, et ils roulent avec, comme des fous, dans une vallée. Il y a un accident après, etc., mais... Parce qu'on jette des dés, enfin, il y a une intrigue et tout autour de tout ça. Hein. Mais juste avoir cette scène, ça m'a pas fait les nœuds au cerveau habituels. J'ai commencé à faire taire un petit peu l'esprit cartésien. Et donc, je sais pas où on va là avec cette vidéo, mais j'ai quand même quelques petites conclusions à vous apporter. C'est plus une sorte de témoignage qui peut-être pourra vous aider à vous décomplexer un peu si vous êtes bloqué avec votre world building. En fait, je pense que ce qui est important, quand on commence à aller dans de l'onirique, de l'étrange, tout ça, c'est d'avoir plutôt une cohérence thématique que une cohérence de l'univers en tant que tel, on va dire au niveau pseudo-historique, pseudo-géographique, pseudo-sociologique, etc., etc. La cohérence thématique, elle va créer le lien. Assez tôt dans la partie, je vois que les enfants dans ce monde, ils se comportent beaucoup plus comme des adultes, un peu en mode Sa Majesté les mouches, mais on n'a pas vu le process qui les amenait. Vous voyez, c'est pas un truc de hard sci-fi où on regarde ce qui se passe si on laisse des enfants à un endroit, etc., ou je sais pas quoi, vous voyez. C'est juste, on commence la partie, et assez vite, les joueurs, ils réalisent que les enfants conduisent des bagnoles, des avions, etc., et que c'est normal dans la société dans laquelle ils vivent. Et ils l'acceptent, en fait, comme un élément de l'univers. Si d'un seul coup, c'est plus le cas, ils sont engueulés parce qu'ils conduisent des voitures, là, on va se dire, attends, c'est bizarre, tous les enfants conduisent des voitures, là. Donc, en fait, la cohérence, c'est beaucoup lié à une forme d'auto-référence dans la fiction et de cohérence thématique. À partir du moment où dans le décor, il y a un peu des robots, des machins, des trucs, ok, c'est ok de revoir des robots plus tard. Et donc, en fonction des premiers jalons thématiques et visuels que vous allez poser, le weird, les trucs qu'on va vraiment questionner, ça va être une sorte de seconde couche qui va se surajouter. C'est-à-dire que dans cet univers, on va pas se demander pourquoi les enfants conduisent des voitures. Par contre, si au bout de la 5e session, je viens mettre un Minotaure, probablement que le Minotaure, alors que jusqu'à maintenant c'était un truc humano-centré, c'est un peu comme notre monde, mais avec une histoire un peu différente et avec des technologies un peu différentes, il n'y avait pas de monstre en fait. Donc le Minotaure, lui, il va paraître bizarre. Alors qu'en fantasy, c'est l'inverse. En fantasy, l'attendu, c'est
je croise un minotaure, ça me fait un peu ni chaud ni froid, potentiellement, si c'est un univers assez fantasy assez coloré avec plein de races et de magie et de machin. Par contre, quand il va y avoir un robot, peut-être que là, d'un seul coup, je vais être intrigué. Donc il y a cette notion de contraste qui est assez importante. Et donc en fait, les premiers éléments que vous allez mettre en place, la base de l'univers, les thèmes principaux, on va dire, c'est les trucs qui vont arriver après et qui sont de l'ordre de l'étrange, potentiellement. C'est ça qui va questionner les joueurs. Donc à la limite, c'est là où les joueurs ils vont vouloir enquêter, peut-être assez spontanément. On a tendance à avoir une sorte de prévalence de l'information, naturellement. Les premières informations qu'on nous donne, on les considère comme vraies, comme acquises, c'est comme ça. Et celles qui viennent après, on a envie qu'elles soient cohérentes avec les premières. Donc il y a une forme de chronologie. Et donc, quand vous voulez mettre en place le thème, le machin, le truc, vous commencez par ça, a priori. Et c'est que les trucs qui vont venir après qui vont être vraiment questionnés parce qu'ils viennent contredire ceux d'avant. C'est notre manière de réfléchir, je crois, assez naturel. Ça peut vachement nous desservir d'ailleurs, hein, cette manière de réfléchir. Parce que si vous avez commencé par apprendre une connerie, aïe aïe aïe. Ensuite, je pense aussi que juste, vous n'avez pas besoin de justifier en fait. Vous n'avez pas besoin de justifier les choses. En particulier, si vous l'avez expliqué aux joueurs. Vous avez expliqué ce désir de poésie aux joueurs, vous citez vos références, vous dites, moi j'aimerais bien un truc un peu à la Alice au Pays des Merveilles, les gars. Donc honnêtement, ça va pas servir à grand chose d'aller creuser le world building ou je sais pas quoi. Le propos ici, ça n'est pas l'enquête, ça n'est pas le mystère, c'est d'avoir un monde. Enfin, le mystère, à la limite, pourquoi pas, mais vos joueurs ne devraient pas questionner ces choses-là. Et d'ailleurs, ça c'est une chose, je pense aussi qu'en tant que joueur, pour entrer dans ce genre d'univers un peu bizarre et tout, c'est bien d'être prévenu. Parce que si on me dit pas ce qui est normal ou pas normal pour mon personnage, peut-être que je vais vouloir creuser et qu'en fait je vais pas aller dans la bonne direction, un peu comme si dans Chihiro, vous voyez, le film d'animation, bah Chihiro, au lieu de se promener dans le château, d'essayer de s'en sortir, nanana, elle s'arrêtait et elle demandait aux gens, bon alors pourquoi en fait vous êtes des grenouilles qui parlent, qui leur posaient la question indéfiniment quoi, et qu'elle se mettait à enquêter sur tout le fonctionnement, etc., etc. En fait, des fois il y a des trucs, peut-être on a envie de les savoir en tant que joueur, mais nos personnages, eux, vu que c'est leur monde, en fait, ils les questionneraient pas ces trucs-là, ils questionneraient pas l'existence de ce qui se passe, ils se focaliseraient sur leurs problèmes, les conflits en cours, etc. Et du coup, on n'aurait pas besoin de traiter le pourquoi de certaines choses, en fait. On n'aurait juste pas besoin de le traiter dans la fiction. De la même façon que si, par exemple, vous prenez une sorte de récit arthurien, un truc où on joue une campagne où on doit trouver le Graal, par exemple. Bah, peut-être qu'au moment où on trouve le Graal, c'est la fin de la campagne. Et on veut pas savoir ce que c'est le Graal, savoir à quoi il sert, etc., etc. Parce que le Graal, c'était un motif, c'était un truc qui nous servait thématiquement. C'était la quête, le machin, le truc. Et le fait d'avoir un fondu au noir au moment on a le Graal, ça peut être beaucoup plus pertinent pour garder cet esprit mythique, étrange, onirique, le préserver. Ça peut être beaucoup plus pertinent de pas savoir ce que c'est le Graal, pour garder le côté mythique, bizarre. Un autre truc, c'est que pour pas tomber, on va dire, dans peut-être l'absurde et le machin, il faut peut-être aussi un peu doser l'étrange. C'est-à-dire qu'il faut trouver les bons piliers qu'on veut retrouver, etc., sur lesquels on peut se reposer, pour pas que la campagne, ce soit juste une succession de situations complètement loufoques, dans laquelle on va plus pouvoir vraiment s'immerger, et on va plutôt la commenter avec du recul. C'est-à-dire que dans un truc hyper gonzo, comme j'ai fait jouer dans Realms of Peril, en tant que MJ, et je pense si j'étais joueur, ce serait mon cas, j'ai du mal à m'immerger, à croire à cet univers. Les situations sont super fun, avec le recul méta et tout, jouer la situation, il y a un mec, il est sur un vautour et il tire avec une chèvre laser sur des mecs et tout, je kiffe. Franchement, on se marre bien et tout. Ça apporte quelque chose, ça a un intérêt. Mais clairement, cet intérêt, ça n'est pas celui de l'immersion et de ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'immersion dans un monde étrange, etc. C'est pas ça du tout. Parce que justement, le dosage de l'étrange et les potards sont au maximum. Le propos n'est pas vraiment le même. Donc je pense avoir des petits piliers thématiques, c'est sympa. Par exemple, dans mon histoire avec les enfants robots là et tout, le thème, c'est jouer des enfants dans un monde de l'après-guerre. En fait, il y a une grosse guerre et ces enfants, ils font partie des premiers à aller à l'école de l'après-guerre, en fait, dans un monde qui est en train de tourner vers une sorte de libéralisme un peu bizarre, avec des corpos et aussi un gouvernement militaire encore assez présent et fort. Ils vont dans une sorte de colonie de vacances de fin d'études où il va se passer des choses bizarres, etc. C'est ça un peu l'histoire. Et du coup, le côté... On joue le passage à l'âge adulte, on traite des relations entre les enfants, on traite des relations entre les enfants quand les adultes ne sont pas là, etc., etc. Ça, je pense, ça apporte ce fil conducteur, ou en tout cas ce cœur thématique, qui fait que les autres trucs absurdes, étranges autour, ne sont pas gênants et viennent juste permettre d'exprimer les thèmes plus forts. C'est une sorte de truc un peu expressionniste. Genre le fait que, au moment où ils partent en colonie de vacances dans leur train, les PJ, enfants,
qui sont en train de manger des carambars et des Scooby-Doo, je leur décrive que par la fenêtre du train, ils voient des vieux mechas immobiles, des chars encore fumants de la guerre, et qu'ils passent en train comme ça dedans, il y a un côté surréaliste. Ils partent en camp d'été de vacances, quoi. Et donc ça crée un contraste, ça crée un truc, je trouve en tout cas, fort visuellement. Et on va pas s'attarder sur les chars et les machins et tout, parce qu'on a bien établi qu'on se concentre sur les gosses. Une chose aussi, je pense, qui est intéressante, et je terminerai là-dessus, c'est d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses en tant que MJ, d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses en tant que joueur, et d'accepter qu'on n'ait pas tous les mêmes réponses. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on regarde un film un peu onirique, etc., ce qu'on aime bien, c'est le regarder, le re-regarder, le re-re-regarder. Avoir à chaque fois une interprétation un petit peu différente de ce qu'on a vu. Enfin, je vous encourage, et je pense qu'il faut encourager vos joueurs à créer du sens par eux-mêmes et pas nécessairement à vouloir l'exprimer en jeu. C'est parce que si à chaque fois qu'il y a un truc weird qui se passe, on joue la scène de « Vous avez vu, c'est bizarre ce truc, mais pourquoi c'est là ? Oh bah je sais pas, peut-être que nanana, oh bah blablabla, et blablabli et blablablou. » Parfois c'est moins fort que de juste voir le tableau, voir le truc un peu contemplatif, voir... Il y a des choses qu'en fait on n'a pas besoin de jouer ou de comprendre pour les ressentir. Et je pense qu'avoir ce petit feeling-là, ça peut être très très fort. Et m'est avis que tout ceci, cette histoire d'étrange, etc., peut-être peut aller à l'encontre de certains styles de jeu. Mais je pense qu'en fonction du dosage, on peut à peu près tout faire, même dans un monde étrange, de l'enquête, du machin, du truc, que ça ne nécessite pas aussi, ça c'est un autre truc. Pendant longtemps, je me disais, quitte à faire un monde super bizarre, voilà et tout, bah autant faire de la narration partagée. En fait, je pense que la narration partagée, le côté narration partagée, même world building collectif où on invente tous des trucs et tout, ça peut nous faire tendre vers une sorte de gonzo et nous faire perdre un petit peu justement la cohérence thématique là qui va nous donner la petite poésie, si c'est pas un peu cadré. Enfin bon. Je pense que j'en ai fini avec cette vidéo, je suis parti un peu dans toutes les directions, j'espère que vous avez réussi à suivre, que c'était intéressant, et j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire sur ce que vous pensez de tout ça. C'est vraiment un truc que j'ai un peu plus envie d'explorer. Là j'ai quand même beaucoup joué à de la fantasy assez classique, dungeon crawl et tout. J'ai pris mon pied, mais je sentais qu'il fallait que je fasse un peu péter un truc là. Et je pense que les jeux auxquels je vais jouer prochainement, ce sera un petit peu plus la rêvasserie, un petit peu plus l'expressionnisme, le psychédélisme, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, je vais aller prendre énormément de drogue. Allez, bonne journée, merci de m'avoir écouté, ciao.